Il n'était pas censé être là. Le grand chancelier Dravel, un diplomate à la peau de serpent originaire des mondes de Jalancor, frappait nerveusement de ses griffes le bureau étincelant du conseil. « Que signifie cette arrivée » siffla-t-il. « Humanité » répondit un petit ambassadeur à la peau argentée, près du bord. Sa voix tremblait malgré le calme glacial de sa race. Ils sont entrés dans l'espace du conseil. Officiellement, personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis l'atmosphère a changé. Panique masquée par le protocole. Il leur faudrait des années pour atteindre le seuil requis pour un premier contact, grommela Dravel. Ils sont encore engagés dans un conflit interne primitif. Leur biosphère est instable. Leur structure dirigeante est ridiculement chaotique. Et pourtant, murmura un autre, ils sont là, avec un vaisseau qu'aucune de nos archives ne peut expliquer. Un vaisseau qui a franchi la faille Oméga sans brûler. C'était censé être impossible. Même l'ancienne technologie de la Fédération a échoué. La faille était un piège mortel, une fissure noire dans l'espace, remplie d'impulsions gravitationnelles et de radiations suffisamment puissantes pour briser un cuirassé en deux comme un ossement. On l'appelle intrépide, dit l'ambassadeur, sa voix portant avec force ce mot étrange et humain. Pas d'escorte, pas de flotte, juste un vaisseau et un homme. Un seul homme. Toutes les espèces présentes dans cette chambre, êtres dotés d'ailes, de branchies, d'écailles, de fourrures et d'énergie pure, digérèrent cette information dans un silence stupéfait. « Quel genre d'homme » demanda finalement Dravel. L'ambassadeur leva simplement les yeux, le regard figé, le genre d'homme qui parle au nom de tous. Les portes s'ouvrirent. Il n'était pas prêt à l'accueillir. Il n'était pas arborant des médailles cérémonielles comme les prêtres guerriers de Vlaon. Il ne rayonnait pas comme les archéens et ne portait pas de perles de Jean comme les nobles de Zavali. Il entra vêtu d'un simple équipement tactique noir, les bottes lourdes, les épaules carrées et la mâchoire serrée comme quelqu'un qui avait traversé l'enfer et ne l'avait pas encore complètement quitté. Il ne s'inclina pas. Il ne demanda pas la permission. Il se dirigea droit vers l'estrade centrale, réservée aux hauts représentants. « Nomme » lança Dravel en retrouvant sa voix. « Commandant Ren Marlowe » dit l'homme. Sa voix n'avait pas la portée d'un diplomate. Elle était tranchante comme une lame, calme, mais mortelle. « Qu'est-ce qui vous donne le droit de comparaître devant le conseil sans prévenir » aboya un autre conseiller. « Je ne suis pas ici pour demander un siège » dit Ren. « Je suis ici pour lancer un avertissement. » La salle se transforma. Certains ricanèrent. D'autres plissèrent les yeux. Personne n'osait encore parler. Ren resta immobile un instant. Puis il plaça un petit orbe sur le piédestal. Il scintilla d'une pulsation rouge foncée. « Vous vouliez évaluer la Terre. Vous nous avez étudiés de loin, avez fait des simulations, avez supposé que nous allions nous briser, nous agenouiller ou supplier d'être soulevés. » Il regarda Dravel droit dans les yeux, mais aucun d'entre vous ne comprenait vraiment ce que nous étions. L'orbe vacilla, puis déchaîna un hologramme. Des images, des guerres, des villes en feu, des humains dans des tranchées, chargeant des chars avec rien d'autre que des fusils. Des hommes et des femmes se traînant dans la poussière et le sang. Un soldat hurlait en tirant sur des bêtes extraterrestres écrasantes, les retenant par sa seule rage. Un médecin mourant, liant une artère avec son propre uniforme. Un père enterrant son fils, puis repartant au combat. La pièce s'assombrit, la voix de Ren baissa. Nous sommes ce qui arrive quand l'univers oublie la pitié. Le silence qui suivit fut comme un effondrement de la gravité. L'un des anciens conseillers se leva lentement. Nous menacez-vous ? Ren le regarda dans les yeux. Numéro, je te dis que si tu penses pouvoir intégrer la Terre à ton empire, nous corrompre avec la technologie ou nous contrôler par la bureaucratie, tu craqueras en premier. On en a assez d'être surveillés comme des animaux. La porte que tu as ouverte ? Il fit un geste derrière lui. Elle ne se ferme plus. Il recula. L'orbe s'éteignit. Le Conseil avait vu des empires s'élever et s'effondrer. Ils avaient vu des rébellions, des épidémies et même des suicides planétaires. Mais aucun d'entre eux n'avait jamais vu une espèce sourire à l'extinction et revenir en réclamer davantage. Ren Marlowe resta aussi silencieux qu'à son arrivée. Avant de partir, il marqua une pause, regarda par-dessus son épaule et dit une dernière chose. « Nous ne demandons pas une place dans votre monde. Nous sommes ici pour construire le nôtre. » Puis il disparut. Mais le silence qu'il laissa derrière lui était plus assourdissant que n'importe quelle arme. Personne ne bougea après le départ du commandant Ren Marlowe. Les portes sifflèrent derrière lui, et on eut l'impression que tout le conseil venait d'être giflé, non pas par des armes, ni par des déclarations de guerre,
mais par la vérité crue et brutale. Druryville fixait le vide, la bouche légèrement ouverte, ses branchies pulsant trop vite. Cet humain, cette chose, avait parlé aux êtres les plus puissants de la galaxie comme s'ils étaient des insectes encerclant un feu. Et le pire, il ne s'était pas trompé. Le chancelier Jelen se leva lentement de sa position repliée et se tourna vers le cercle intérieur des seigneurs du Conseil. Cela ne peut pas durer. La Terre n'est pas prête. L'humanité est instable. Nous les avons étudiés. Leur espèce est émotionnellement instable, sujette à la violence. Comprenez-vous ce que cela signifierait de leur accorder un libre accès à l'espace du Conseil? La violence. Comprenez-vous ce que cela signifierait de leur accorder un libre accès à l'espace du Conseil? Ils y ont déjà accès, murmura quelqu'un. Ils ont traversé la faille Oméga. C'est censé être impossible. Non, dit un conseiller du domaine Scarn à la voix grave et grave. Il était tout en eau et en muscles, issu d'une race guerrière connue pour ne jamais montrer sa peur. Mais même lui ne semblait pas confiant. Ce n'était pas encore censé être possible. Une autre voix, douce et tremblante, ajouta « Et si on arrivait trop tard? Et s'ils étaient déjà dans nos systèmes, nos réseaux ?» La panique bourdonnait sous la surface du protocole. Ils n'ont probablement envoyé qu'un seul éclaireur. Nous devons le capturer immédiatement, dit Dravel. Capturer? Ricana quelqu'un d'autre. Il est entré seul au Concorde Hall, malgré nos mesures de confinement et notre sécurité. Vous pensez qu'il est venu ici sans plan? Ils étaient en pleine spirale. Pendant ce temps, Ren Marlowe traversait le couloir central du noyau galactique comme s'il était chez lui. Il ne jeta pas un regard de côté, ne regarda pas les drones de sécurité qui planaient au-dessus, ne broncha pas sous les regards perçants des gardes extraterrestres. Il n'en avait pas besoin. Tout ce qu'il avait dit dans cette pièce avait été délibéré. Chaque mot, chaque pause, chaque instant de silence. Non pas parce qu'il était diplomate. Il ne l'était pas. Il avait été formé dans la boue, pas à l'université. Il avait appris à parler en regardant des hommes saigner et en essayant de les retenir le temps de leur dire « au revoir ». Il marchait comme un homme qui se savait observer, parce qu'il l'était. Alors qu'il tournait au coin de la voie d'accès du conseil, un jeune technicien, peau bleue, bras maigres, voix tremblante, l'accueillit d'une phrase balbutiée. « Tu ne peux pas. Ton vaisseau n'est pas autorisé à partir. » Ren ne s'arrêta pas. « Alors, tire-moi dessus. » Le technicien cligna des yeux. « Quoi ?» J'ai dit, « Tire-moi dessus si tu penses que je suis une menace, si tu penses que je ne devrais pas partir d'ici. » Il marqua une pause. « Sinon, bouge. » Le technicien bougea. L'intrépide attendait. Le vaisseau ne payait pas de mine à première vue. L'intrépide attendait. Le vaisseau ne payait pas de mine à première vue. Pas de courbes élancées comme les croiseurs archéens. Pas d'alliage rutilant comme les navires marchands avalis. Juste un lourd blindage noir, un épais blindage, une conception brutale. On aurait dit qu'il avait été construit par des gens qui se fichaient éperdument de l'élégance. Car ce n'était pas le cas. Les lumières du hangar vacillèrent à son approche. Le vaisseau semblait vrombir. Pas avec puissance, mais avec détermination. Pas d'équipage, juste Ren. C'était tout ce qu'il fallait. À l'intérieur, il monta sur la passerelle, s'installa dans le siège du capitaine et composa un code à 6 chiffres sur la console. Le système se connecta instantanément. « État !» murmura-t-il. Une voix féminine répondit « Calme, synthétique, mais pas froide. Présence du conseil détectée. Drones de surveillance qui vous suivent. 42 tentatives de surveillance au cours des 30 dernières minutes. Bouclier à 87%. Noyau Oméga toujours stable. Bien, dit Ren. Ils ont mordu à l'hameçon. De retour dans la salle du conseil, le chaos avait enfin percé la vitre. Ce n'est plus une question diplomatique, rétorqua Dravel, la queue s'enroulant en boucle serrée. C'est une menace militaire. J'exige que nous mettions en place un protocole de confinement. C'est une menace militaire. J'exige que nous mettions en place un protocole de confinement. Vous voulez dire la guerre, dit un autre. Je veux dire la sécurité, cracha Dravel. Ils ont envoyé un homme. Que se passera-t-il s'ils en envoient 10 zéros? Mais d'autres n'en étaient pas si sûrs. Il ne nous a pas menacés, dit la déléguée archéenne, son visage doré indéchiffrable. Il nous a prévenus. Il n'y a aucune différence. Si, une menace est faite pour provoquer. Un avertissement est ce qu'on donne à quelqu'un avant de frapper. Ils ont fait des allers-retours comme ça. La politique s'est superposée à la peur, enveloppée de vieilles rancunes et d'une arrogance désuète. Mais sous tout cela, quelque chose de plus profond avait commencé à prendre racine, le doute,
car les humains n'étaient pas censés être là, et pourtant ils étaient là. Ils avaient traversé la faille Oméga. Ils étaient arrivés avec une technologie inconnue jusque-là. Et, plus dangereuse encore, ils n'étaient pas venus mendier. Ils n'étaient même pas en colère. Ils étaient prêts. Ren était déjà à mi-chemin du retour sur Terre lorsque le Conseil décida d'intervenir. Ils envoyèrent un vaisseau, un des intercepteurs de reconnaissance les plus récents, rapide, bien armé, et dont l'équipage était composé d'espèces spécialement entraînées à affronter des créatures primitives imprévisibles. À bord, le commandant Atrel se cala dans son siège de pilote et se moqua des rapports. « Humain », dit-il à son second, une espèce de penseur à l'ossature molle, aux yeux écarquillés et vitreux. Un homme entre, et maintenant ils sont tous effrayés comme des nouveau-nés, typiques des lâches du Conseil. Ils ont dit qu'il avait activé une arme psy de classe 6 dans la chambre, projetant un traumatisme émotionnel directement dans l'esprit de plus de 60 délégués. Atrel rit. Ouais, c'est ce que je ferais aussi si je perdais mon sang-froid. Ils s'approchèrent des dernières coordonnées connues du audacieux. Ils flottaient juste là, dans le noir. Aucune signature énergétique, aucun équipage visible, aucune arme en ligne. Scanèse. Le technicien l'a fait, fronçant les sourcils. Aucune forme de vie détectée. Quoi? Le vaisseau est vide. Impossible. Où est donc le pilote? Avant que quiconque puisse répondre, les lumières de leur propre vaisseau ont clignoté. Puis tout s'est éteint. Système hors service, a crié le pilote. On nous aborde. Ce n'était pas une flotte. Ce n'étaient pas des armes. C'étaient des audacieux. Le vaisseau humain tout entier avait infiltré leur système, les avait désactivés de l'intérieur, non pas par la force brute, mais par un code. Un code élégant, brutal, d'une simplicité terrifiante. Une voix résonna dans les communications. La voix de Ren. Une voix résonna dans les communications. La voix de Ren. Première leçon, vous ne nous voyez pas venir. Puis le silence. Lorsque le Conseil récupéra le vaisseau quelques jours plus tard, il trouva tout l'équipage inconscient. Pas de blessés, pas de morts. Mais chacun d'eux avait reçu un message, gravé dans le mur de la salle de commandement dans une sorte d'alliage qu'aucun de leurs scanners ne pouvait identifier. Il disait « C'est la clémence. La prochaine fois, nous prendrons le vaisseau entier. » De retour sur Terre, dans le bunker de commandement enfoui sous la glace du Colorado, une réunion d'un autre genre se déroulait. Ren se tenait au bout de la table, entouré de généraux, de scientifiques et d'agents officieux, anonymes et encore moins patients. « Nous avons pris contact », dit simplement Ren. « Ça a marché. »« Bien », répondit l'un des généraux. « Et alors ? Ils sont déstabilisés. Ils nous attaqueront d'abord avec leur charme. Traité, offre technologique, peut être même l'illusion d'un partenariat. Mais la vérité, c'est qu'ils nous ont déjà qualifiés de menace. »« Alors soyons-en une », dit l'homme à côté de lui. Ren ne sourit pas. Il ne croyait pas à la fausse fierté. Mais il hocha la tête. Ils nous ont vus mourir de 1000 façons différentes de loin, mais ils n'ont jamais vu ce qui se passe quand nous cessons de mourir et commençons à riposter. Un autre scientifique se pencha. Et l'intrépide, toujours en activité. Le noyau Oméga est stable, mais il faut limiter les sauts. Il réécrit les signatures spatio-temporelles à mesure qu'il se déplace. Nous ne savons pas exactement quels effets secondaires il provoque. Vous voulez dire que nous ne savons toujours pas ce que c'est, dit un autre à voix basse. Nous ne l'avons pas construit, pas vraiment. Nous avons juste trouvé des pièces, les avons rafistolées, lui avons donné une utilité. Ren ne protesta pas. Il connaissait la vérité. L'humanité n'avait pas inventé la technologie Omega Drive. Elle l'avait extraite d'épaves qu'aucune autre espèce n'avait osé toucher. Des épaves enfouies dans un puits gravitationnel, à 3 clics de profondeur, dans l'espace mort. Le genre d'endroit qu'on ne trouve que lorsqu'on est désespéré ou fou. C'est exactement comme ça qu'il l'avait obtenu. Maintenant, ça fonctionnait. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire galactique, les prédateurs Apex n'étaient plus aux commandes. De retour dans l'espace du Conseil, des réunions d'urgence étaient programmées toutes les 3 heures. Des espèces qui ne s'étaient pas exprimées depuis des décennies tenaient soudain des sessions communes. Les systèmes de sécurité étaient mis à jour. Les formations de flotte reconfigurées, des alertes envoyées à toutes les colonies extérieures. La menace n'était pas confirmée, mais elle était comprise. Et dans des pièces silencieuses, derrière des portes closes, d'anciens empires murmuraient quelque chose qu'ils n'avaient pas dit depuis des générations. Il était peu, être temps de mettre fin à la Terre. Mais ils ne connaissaient pas la Terre.
Ils ignoraient ce que le désespoir avait fait de l'humanité, ce que signifiait bâtir des villes sur des ruines, tout perdre et continuer malgré tout. Ils n'avaient pas vu le visage d'un homme enterrer son fils, puis construire une fusée avec les mêmes mains. Ils ne comprenaient pas quel genre d'espèce transforme l'extinction en carburant. Ren Marlowe était un homme. Mais derrière lui se tenait une planète pleine de fantômes, de combattants, de constructeurs et de fous, qui avaient regardé dans le noir et décidé de le frapper à la gorge. Le Conseil pensait être au sommet. Il n'avait pas réalisé que la tempête venait de s'abattre. Les colonies extérieures du Conseil s'illuminèrent comme des balises d'alarme. Les mouvements de la flotte s'intensifièrent. Les déplacements civils furent restreints près des couloirs neutres. Les systèmes de propagande ont discrètement commencé à inventer un nouveau récit. La Terre était instable, imprévisible et nécessitait une surveillance. Le mot confinement n'était pas prononcé publiquement, mais il était sur toutes les lèvres en privé. La véritable question n'était pas de savoir si l'humanité constituait une menace, mais de savoir si cette menace pouvait être neutralisée. Le grand chancelier Dreval se tenait dans sa chambre privée, dominant l'orbite de la cité de Zulkar Prime. Ses yeux bridés se concentraient sur le flux de données diffusées sur l'holo, écran, des images de surveillance, des rapports de renseignements militaires, des signaux humains interceptés. Ils avaient tout, mais rien ne lui disait comment Ren Marlowe avait fait. Un vaisseau, un homme, une infiltration qui avait contourné une demi-douzaine de grilles de défense, et un message si clair que même les plus optimistes du Conseil s'étaient tus. Dreval serra les griffes dans son dos. Il joue avec quelque chose qu'ils comprennent à peine, siffla-t-il. Une voix s'éleva dans l'ombre, et s'il la comprenait, le chancelier se retourna lentement. Son informateur était là, vêtu d'un drap noir, les traits cachés. Un espion du Conseil, membre d'une classe entraînée depuis sa naissance à l'extraction et à la manipulation. Il était cher, et cela seul signifiait qu'il était dangereux. « Que voulez-vous dire » demanda Dravel. La silhouette s'avança. « J'ai lu toutes les transmissions humaines interceptées depuis l'incident des audacieux. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne font pas d'expérience. Ils testent, lentement, prudemment, et ils observent qui les observe. » Dravel n'apprécia pas cette idée. Alors il est temps de réagir. La silhouette inclina la tête. Avec la guerre ? Avec un scalpel, dit Dravel froidement. Marlowe n'est pas le président de la Terre. Il n'est pas leur roi. C'est une arme. Et les armes peuvent être brisées. À 3 parsecs de là, Ren Marlowe se tenait au bord d'une falaise surplombant les champs de glace déchiquetés de Lunaforge. Son souffle était suspendu dans l'air froid, les yeux fixés sur l'installation en contrebas, une vaste structure souterraine creusée dans le flanc de la crête secondaire de la Lune. Ce n'était pas la Terre. C'était ici que l'humanité testait ses fantômes. À l'intérieur du complexe, des dizaines de technologies extraterrestres capturées, confisquées lors de missions de récupération silencieuses, étaient disséquées, réutilisées et, si nécessaire, détruites. Mais un projet préoccupait Rennes plus que tout autre, le cadre Archangel. Il franchit les portes de sécurité, déjoua les scanners d'autorisation, les verrous rétiniens, les prélèvements sanguins biométriques, une paranoïa qui avait dissimulé les secrets les plus mortels de la Terre pendant des décennies. La plupart des espions du Conseil ignoraient même l'existence de cet endroit. Seule une poignée d'hommes et de femmes y avait accès. Ren était l'une d'elles. À l'intérieur de la dernière chambre, la structure de l'archange se dressait fièrement, 8 mètres d'alliage, plaquée d'un éclat sombre qui absorbait la lumière au lieu de la refléter. Sa poitrine brillait d'une pulsation lente et menaçante. L'Omega Drive fusionnait directement avec l'armure. Un pilote humain pouvait y pénétrer, l'incarner, combattre de l'intérieur et survivre à des armes qui déchiraient des croiseurs de bataille. Mais elles n'avaient pas été testées. Trop dangereuses, trop instables, trop humaines. Ren se tenait devant, la mâchoire serrée. Ses yeux scrutaient les diagnostics, parcourant les affichages. Puis il se retourna lorsqu'une voix s'approcha de derrière. « Tu es sûr de vouloir allumer cette allumette ?» demanda le colonel Bishop, un tacticien grisonnant à la mâchoire métallique et aux yeux comme du gravier séché. Ren ne se retourna pas. « Ils arrivent ? Tu ne le sais pas. Ils finissent toujours par arriver. » Bishop s'avança à ses côtés, les bras croisés. « Tu les as déstabilisés. Ce n'est pas la même chose que de déclencher une guerre, non ?» demanda Ren. « Je suis entré dans leur sanctuaire. Je les ai humiliés devant toutes les espèces majeures du quadrant. Je leur ai montré que nous avions franchi une faille qu'ils disaient être un suicide. Ce genre de honte ne passe pas inaperçu. Alors, quel est le plan ?
Ren se tourna enfin vers lui. Nous leur donnons un avant-goût de quelque chose de pire. Pendant ce temps, le Conseil avait déjà avancé avec son scalpel. Ils n'avaient pas envoyé de flotte. Ils avaient envoyé quelque chose de plus discret, un vaisseau diplomatique, poli, désarmé, transportant un représentant choisi non pour son statut, mais pour son don, l'ambassadeur Varel. Un empate. Son espèce ne faisait pas la guerre avec des armes. Elle se battait en démêlant les esprits, en s'infiltrant dans les souvenirs, en exposant les peurs, en transformant ses frères en ennemis d'une simple phrase murmurée. Sa mission était d'atterrir sur Terre, d'y apporter la paix, d'apprendre tout ce qu'il pouvait et de briser Ren Marlowe de l'intérieur. Ren le rencontra en terrain neutre, un habitat artificiel construit au-dessus de la fosse atlantique, entouré de boucliers anti-tempête et de dispositifs de surveillance. Pas de journalistes, pas de diplomates, juste deux hommes, un humain, un extraterrestre, assis autour d'une table en acier. Assis à une table en acier, Varel esquissa un sourire lent et surnaturel, typique de son espèce. « Je dois admettre que tu n'es pas celui que j'attendais. » Le visage de Ren resta immobile. « Bien. » Varel croisa les mains. « Le Conseil ne cherche pas la guerre. Nous voulons le partenariat, la compréhension, la coexistence. Les mensonges sont une piètre stratégie d'ouverture. » Le sourire de Varel s'élargit. « Alors, je vais être honnête. Nous te craignons. Tu es imprévisible, brutal, sauvage. » Ren se pencha en avant. « Et pourtant, tu es là, seul, en territoire humain, sachant pertinemment que je pourrais te briser le cou et te jeter à la mer. Parce que tu ne le feras pas, dit Farrell. Tu es sûr ? Farrell ne répondit pas. Il ferma les yeux et entra. Ren le sentit, comme des mains froides effleurant ses pensées, Pas de télépathie. Pire, ressentir. Sa douleur, sa rage, ses souvenirs. Son frère mourant dans ses bras. Les derniers mots de sa mère avant que la peste ne l'emporte. Son premier meurtre. Les visages des gens qu'il n'avait pas pu sauver. L'expression de Farrell changea. Il ne souriait plus. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Ren se leva lentement, la chaise en acier craquant sous lui. « Tu vois, n'est-ce pas, ce que nous sommes vraiment ?» Varel leva les yeux, la voix tremblante. « Tu as survécu à des choses qui auraient anéanti la plupart des espèces. Ren le fixa du regard. « Nous n'avons pas survécu. Nous nous sommes adaptés. Nous avons utilisé notre douleur. Tu nous trouves instables ? On instrumentalise le chagrin ? On engendre la fureur ? On ne s'effondre pas. On grimpe. » Varel se leva brusquement, le souffle court. « Toi, tu es une menace pour l'ordre galactique. » « Non, » dit Ren en s'approchant. « Nous sommes la solution. » Varel partit ce jour-là, la tête basse et les pensées silencieuses. Lorsqu'il fit son rapport au Conseil, il ne fit aucun discours, juste une simple déclaration. Ils ne sont pas prêts pour la guerre. Dravel se pencha en avant. « Tu veux dire qu'ils ne sont pas prêts ?» Varel le regarda droit dans les yeux. « Numéro, nous ne le sommes pas. » La Terre n'attendait plus. Le châssis de l'Archange était activé, le noyau Oméga était réglé, et Ren était déjà de retour dans le Dauntless, saisissant les coordonnées pour un saut de reconnaissance dans l'espace interdit. Il ne cherchait pas d'informations. Il cherchait un moyen de pression. Des rumeurs avaient circulé au sujet d'une station perdue. Construite par le Conseil, abandonnée depuis longtemps, elle errait dans une zone radioactive juste à l'extérieur de la ceinture voilée. On disait qu'elle abritait des archives de crimes de guerre, d'armes biologiques et de technologies interdites, toutes scellées après le soulèvement des Skarns, un siècle auparavant. Ren la voulait. Car la seule chose plus dangereuse qu'un humain n'ayant rien à perdre était un humain qui savait ce que vous cachiez. L'espace ne hurle pas. Il observe. Et tandis que le Dauntless s'enfonçait dans la zone noire au-delà de la ceinture voilée, tous les capteurs à bord avertissaient Ren de la même chose. Cet endroit n'était pas abandonné. Il était exilé. La ceinture voilée ne figurait plus sur la plupart des cartes. Elle avait été censurée, renommée, réécrite. Tous les documents officiels le qualifiaient de secteur d'anomalie aux ressources épuisées. Mais Ren avait vu suffisamment de zones de guerre pour reconnaître un mensonge aseptisé. Il tapota l'écran de navigation, scrutant les débris pourrissants qui dérivaient. Satellites brisés, drones de guerre déchiquetés, carcasses creuses de vieux porteurs. Tout cela tournait lentement autour du même point mort, tel des vautours autour d'un cadavre. Et au centre, une station de la taille d'une petite ville, centre de confinement des archives et des biotechnologies de classe 9 du Conseil.
centre de confinement des archives et des biotechnologies de classe 9, ETRA, enterré, oublié, et scellé derrière un avertissement d'interdiction de vol si agressif qu'il déclencherait un verrouillage automatique des missiles s'il était déclenché par un vaisseau du Conseil. Heureusement que le Dauntless n'était pas un vaisseau du Conseil. Wren relâcha les commandes, propulsant l'Omega Drive en demi-phase. Le vaisseau scintilla, glissant entre le solide et le subspace, juste assez longtemps pour traverser l'anneau de débris sans déclencher d'anciens protocoles de défense. Le Conseil voulait que cet endroit reste enfoui, ce qui signifiait que c'était exactement là où Wren voulait être. À l'intérieur, la station ETRA était silencieuse, ni morte, ni désactivée. Silencieuse. Les lumières clignotaient en mode faible puissance. La gravité était minimale. La majeure partie de l'intérieur semblait intacte, préservée par un blindage qui bourdonnait encore sous la pression de 100 ans. Wren franchit le seau d'amarrage, son arme prête à l'emploi. Le système automatisé de la station le scanna une fois, puis deux. Pas de verrouillage, pas d'alarme. Juste un murmure de puissance, comme si quelque chose avait attendu une signature humaine. Ce qui signifiait que quelqu'un était déjà venu. Ou pire, quelqu'un l'attendait maintenant. Le premier secteur qu'il pénétra était propre. Des couloirs stériles bordés de capsules de confinement et d'archives médicales scellées, des noms en écriture extraterrestre, des types d'espèces, des avertissements de risques biologiques en lignes rouges lumineuses. Wren se déplaçait lentement, scrutant chaque pièce du regard. Ce n'était pas un hôpital, c'était un laboratoire. Et ce n'était pas seulement un lieu d'étude, mais un lieu d'expérimentation. Il passa devant une salle remplie de ce qui ressemblait à des utérus artificiels, certains brisés, d'autres encore scellés. À l'intérieur, des formes humanoïdes déformées flottaient en animation suspendue, certaines avec des membres tordus, d'autres avec trop d'yeux, d'autres encore à peine formées. Pas humaines, mais presque. Les journaux le confirmaient. Programme hybride xéno-humain, opération Brèche-Mur, terminé en 5127. Wren observa les données. Ce n'était pas qu'un simple laboratoire. C'était la première tentative du Conseil de créer une espèce hybride, mêlant résilience humaine et obéissance instaurée par le Conseil, le genre de choses que la Terre ignorait. Jusqu'à maintenant, il continua d'avancer. Secteur par secteur, il en découvrit davantage. Systèmes d'armes expérimentaux, puces de neutralisation neuronale, technologie de cartographie de l'âme, permettant de transférer des souvenirs entre eux. C'était de la science de la guerre, élaborée à une époque que le Conseil jurait pacifique. Puis il découvrit la salle centrale, un coffre-fort noir, scellé par 12 niveaux d'autorisation. Wren posa la main sur le clavier. L'écran clignota. Traitement terminé. Accès accordé, il fixa du regard. C'était impossible. Il n'était pas dans le système. Aucun citoyen de la Terre ne devrait être reconnu ici, à moins que son ADN ne soit déjà catalogué, à moins qu'il ne l'ait fiché. Il entra dans le coffre et s'immobilisa net. C'était une prison. 6 cuves de rétention bordaient les murs, chacune entourée de champs de force si denses qu'ils scintillaient comme du verre trempé dans l'huile. À l'intérieur de chacun, un être unique flottait, suspendu en stase, respirant, vivant. Il n'était pas totalement extraterrestre, mais pas humain non plus. Grand, musclé, avec d'étranges crêtes osseuses, des ailes à moitié formées, des cheveux noirs et des implants dentelés le long de la colonne vertébrale, Wren s'approcha de la console centrale. Projet ECHO. Initiative Human Warburn. Ce n'étaient pas des armes, c'étaient des soldats issus de son espèce, des prototypes ratés, des cobayes, des rebuts. Mais l'un d'eux ne dormait pas. Wren se figea lorsque la silhouette dans le char numéro 3 ouvrit les yeux. Bleu pâle, brûlant de quelque chose qui n'était pas vraiment de la rage, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond, de reconnaissance. La chose le regarda dans les yeux et s'avança, pressant la vitre d'une main. Renleva son pistolet, le cœur battant la chamade, la console bipa, sujet identifié. Correspondance génétique Echo 3, 72, 4%. Wren Marlowe. Il recula en titubant. Ce n'était pas seulement un hybride, c'était un clone de lui. Wren ne savait pas combien de temps il était resté là. Il ne parlait pas, ne respirait pas, fixait simplement le visage d'une chose qui portait des morceaux de lui comme une armure, et puis il parla. Sa bouche resta immobile, mais sa voix le frappa directement à la tête. « Ils m'ont fait de tes ruines. » La main de Wren se resserra autour du pistolet. «
Tu parles anglais? Je dis ce que tu penses. Pourquoi? Parce que j'ai été créé pour tuer ce que tu es. Ren fit un pas en avant. Et qui suis-je, exactement? Les lèvres de la créature se retroussèrent en un sourire presque narquois. Mais ce n'était pas gentil. Elle avait faim. Une erreur. Soudain, les alarmes retentirent. Ren se retourna. Arme levée. La station trembla. Quelque chose avait pénétré dans le champ extérieur. Des vaisseaux du Conseil. Il avait été suivi. De retour en orbite, 3 intercepteurs camouflés se dévoilaient en formation parfaite. Aucun insigne. Pas de fréquence de diffusion standard. Juste du black metal brut et des moteurs de suppression de signature du Conseil vrombissant comme des chacals prêts à bondir. Sur le vaisseau de tête, les assassins personnels de Dréval surveillaient la station grâce à des scanners à grand champ. Confirmez la présence, ordonna le commandant. Le Dauntless est amarré. Biosignes humains à l'intérieur, aucune autre activité. Le commandant hocha la tête. Scellez-la. À l'intérieur, Ren observa le couloir d'accès se fermer avec d'épaisses portes blindées. Il vérifia ses communications. Bloqué. Propulsion Oméga. Amorti. Fuite. 0. Il se tourna vers Echo 3. Dites-moi comment les tuer. La chose dans le réservoir sourit plus largement. Laissez-moi sortir. Ren hésita. Cette chose était dangereuse, instable. Mi-lui, mi-arme. Ce serait être pire que ce qui allait arriver. Mais Ren n'était pas stupide. Il savait que les règles avaient changé. Il frappa du poing le bouton de déverrouillage. Le réservoir siffla. La pression chuta. Le liquide s'écoula. Echo 3 sortit. De la vapeur s'échappant de sa peau. Il ne tomba pas. Il ne chancela pas. Il marchait. Ren lui tendit une arme, un fusil à plasma humain standard. L'hybride la tint une seconde, puis la jeta de côté. J'ai mieux. Il fléchit les mains. De longues lames courbes glissèrent sous ses poignets. Du biométal, fusionné à l'os. Ren hocha la tête. On dirait qu'on fait ça à l'ancienne. Le sol trembla de nouveau. Les troupes du Conseil arrivaient. Ren se tourna vers l'entrée. Voyons s'ils sont prêts pour ce qu'ils ont construit en secret. Echo 3 rit, d'un rire grave et profond, presque humain. 3 rit, d'un rire grave et profond, presque humain. Presque. Au-dessus, le commandant du Conseil regardait la station s'illuminer. Protocole incendie? Demanda l'un des officiers. Le commandant hésita. Ses ordres étaient de récupérer le clone de Marlowe, d'éliminer l'humain, d'effacer les données. Mais même maintenant, même à cette distance, éliminer l'humain, effacer les données. Mais même maintenant, même à cette distance, quelque chose clochait. La station n'aurait pas dû être alimentée, le clone ne devrait pas être réveillé, et la Terre, n'aurait jamais dû le savoir. Il se tourna vers la vitre et la vit. Une seule lumière sur la station, clignotant en morse, la signature de Ren. Vous avez enterré la mauvaise chose. Les portes s'ouvrirent vers l'intérieur dans un sifflement de chaleur brûlante et d'alliage calciné. Les troupes de choc du Conseil entrèrent en formation parfaite, silencieuse, rapide, armées de fusils à fronde gravitationnelle et de perturbateurs neuraux spécialement conçus pour la biologie humaine, sans avertissement, sans exigence. Juste l'extermination. Ren Marlowe plongea sur le côté tandis que la première salve d'impulsions énergétiques traversait le couloir, faisant fondre les bords du verre de confinement près duquel il se tenait. Echo 3 ne bougeait pas comme un homme sous le feu. Il se déplaçait comme s'il était né dedans. L'hybride s'élança en avant, tourbillonnant dans les airs comme une lame avec des os. Le premier soldat du Conseil ne parvint même pas à tirer. Sa tête pivota sur le côté lorsque la lame d'écho déchira son casque comme du papier. Ren se mit à couvert, lança une charge magnétique derrière la caisse de ravitaillement et fit feu. 2 balles atteignirent le centre d'un soldat. L'armure s'évasa, absorbant l'impact jusqu'à ce que le 3e tir atteigne la couture souple du cou. Il s'effondra. Un autre soldat, grand, quadrupède, l'un des hommes de main greloques, le flanquait sur le côté. Il fallut 3 secondes à Echo pour se hisser sur le dos et lui enfoncer une lame dans le crâne. Ren gardait son tir discipliné, contrôlé, sans paniquer. Chacun de ses mouvements était calculé, mesuré. Mais Echo était une véritable tempête. Il se déplaçait comme il l'avait déjà fait, Ren couvrant l'arrière, Echo dégageant l'avant. Tous deux se retirèrent plus profondément dans la station, guidant le combat loin du couloir d'entrée et vers le réacteur central. Le seul endroit où il pourrait avoir une chance de renverser la situation. « Tu t'es déjà tu ?» demanda Ren en esquivant une autre décharge d'impulsion.
J'étais muet, répondit calmement Echo, en saisissant l'arme d'un soldat mort et en la renversant dans les mains de Ren. Tu as de la chance, marmonna Ren. D'autres ennemis surgirent des conduits du plafond, tactique habituelle d'un essaim meurtrier. Ren lança une grenade surchargée, tourna la tête au moment de l'explosion, et l'explosion aspira l'air de la chambre pendant 3 secondes d'affilée. Silence, métal brûlant, murs fumants. Echo s'avança, essuyant le sang de sa mâchoire. Il nous avait encore sous-estimés. Ren ajusta la crosse de son fusil. Bien, assurons-nous qu'il le regrette. À l'extérieur de la station, le vaisseau de tête du Conseil commença à dériver lentement vers sa position de frappe orbitale. Le commandant à bord fixait le flux visuel avec frustration. La station était à nouveau plongée dans le noir. Capteurs internes hors service, système d'armes inactifs. Et pourtant, aucun signe de confirmation de la cible. Devons-nous la vaporiser ? Demanda son second. Non, grogna le commandant. Récupérez le clone. L'humain est secondaire. Mais faites-le. À l'intérieur, Ren et Echo atteignirent la chambre centrale. Et c'est là que Ren vit quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas un réacteur. C'était un coffre-fort, encastré dans la structure de la station, enveloppé de multiples couches de sécurité. Ses portes rayonnaient d'une énergie qui n'était pas celle du conseil municipal. La signature énergétique qui s'en dégageait était plus ancienne. Echo s'avança, effleurant la surface du coffre-fort. Son expression changea pour la première fois. Ni rage, ni fierté, mais reconnaissance. Ils n'ont pas construit ça, dit Echo doucement. Ren s'approcha de lui. Que veux-tu dire ? Cet endroit, ce coffre, il est à nous. Ren se figea. La Terre, plus vieille que la Terre, mais liée à elle. Notre ADN réagit à cela, pas le leur. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de nous. C'est pour ça qu'ils m'ont créé. Ren regarda la porte lumineuse. Tu crois pouvoir l'ouvrir ? Echo ne répondit pas. Il posa simplement sa main à plat sur la surface du coffre, et celui-ci réagit. Le métal se déplaça, se replia sur lui-même, s'ouvrant dans un grognement sourd, comme si la station se réveillait d'un sommeil millénaire. À l'intérieur se trouvait une chambre remplie d'artefacts, anciens, de symboles que Ren ne reconnaissait pas, gravés dans les murs, de blocs de mémoire holographique encore faiblement chargés. Au centre, un piédestal soutenait un appareil, petit, sombre, aux arêtes vives. On aurait dit un éclat de quelque chose de bien plus gros. Echo le fixa comme s'il était sacré. Ren regarda à nouveau les murs. Les gravures n'étaient pas aléatoires. Elles représentaient des humains, ou du moins quelque chose de presque humain, luttant contre d'autres races, tombant, se relevant, encore et encore, un cycle. Ren s'approcha de l'appareil. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Echo. « Le souvenir de la première guerre, celle qu'ils avaient enterrée. » Ren activa l'éclat. Il s'embrasa une fois, puis les hologrammes explosèrent. La chambre entière s'anima. Des images défilèrent sur les murs. Des planètes en feu, des flottes de vaisseaux s'affrontant à des années-lumière. Un conseil, pas celui actuel, mais une version primitive, implorant la reddition. Et au cœur de tout cela, l'humanité. Pas des humains modernes, des humains anciens, plus avancés, impitoyables, menant la charge dans une guerre qui a brisé des systèmes entiers. Ren le fixa. Ils n'étaient pas la nouvelle espèce que le Conseil prétendait être. C'étaient ceux qui revenaient. Et ils avaient été anéantis, non par extinction, mais par trahison. Le Conseil n'avait pas découvert l'humanité. Il l'avait détruit, ou avait tenté de le faire, et la Terre l'avait oublié. Jusqu'à maintenant. Ren se détourna de l'hologramme, essoufflé. Echo resta silencieux, fixant les lumières vacillantes comme s'il contemplait des souvenirs qu'il n'avait jamais eu le droit d'avoir. Ren rompit enfin le silence. « C'est ça. C'est notre arme. C'est bien plus que ça, dit Echo. C'est une preuve, l'histoire. Il ment à toutes les races de la galaxie depuis des siècles. » Ren regarda l'éclat. Et puis, on le ramène à la maison. La station trembla à nouveau. Il n'avait plus de temps. Ren et Echo coururent vers le couloir d'amarrage, sautant par-dessus les décombres et les corps. L'éclat était enfermé dans l'armure de Ren, protégé par de multiples sécurités. Il ne partirait pas sans. Les renforts du Conseil débarquaient par vagues, tentant de les encercler. Peu importe. Audacieux était déjà en route. Vera, l'IA de Ren, avait verrouillé ses données biométriques et déclenché un réveil à distance. « Dégagez la voie !» cria Ren. Echo ne répondit pas. Il était déjà en mouvement.
Dehors, le commandant du conseil perdit patience. Feu, immédiatement. Les armes du vaisseau s'activèrent, 8 rails de fusion s'alignant pour une impulsion de pleine puissance destinée à vaporiser la station d'un seul coup. Mais au moment même où le système de visée se bloquait, le Dauntless explosa sous l'épave, son moteur Oméga s'embrasant en fendant le vide. Vren et Echo étaient arrivés. « À leur poursuite !» cria le commandant. Trop tard. Le propulseur s'enflamma. Le vaisseau humain disparut dans un fracas spatial et brisa ses balises de localisation. De retour sur Terre, dans les profondeurs du centre de commandement arctique, les alarmes se déclenchèrent. L'Intrépide était de retour. Les portes du hangar s'ouvrirent brusquement tandis que le vaisseau atterrissait brutalement, de la vapeur sifflant à chaque fissure. Wren sortit le premier, marqué, brûlé, toujours debout. Derrière lui, Echo le suivait, silencieuse comme la mort. Et dans la main de Wren, l'éclat. La guerre avait déjà commencé. Le conseil l'ignorait encore. Il n'y eut aucune cérémonie au retour de Wren Marlowe. Pas de presse, pas de médaille, pas de défilé. Juste le silence du béton profond et du bourdonnement de l'acier, et les yeux des officiers militaires fixés sur l'ancien éclat enfermé dans le noyau de confinement. Ça pulsait lentement, une lumière rouge intense battant comme un second cœur dans la pièce. Un morceau d'histoire trop dangereux pour être enterré. Le colonel Bishop fut le premier à parler. « Êtes-vous sûr que c'est réel ?» Wren ne répondit pas. Il tapota le côté de sa console de poignée et téléversa le flux de données extraits de la station ETRA. Enregistrement visuel, carte en langage codé, marqueur d'événements historiques. Des dizaines de dossiers pointaient tous vers une seule et même chose. L'humanité n'avait pas été découverte, elle avait été effacée, et le Conseil était au courant depuis le début. Un général au fond de la table de guerre murmura « Mon Dieu, nous ne sommes pas les Outsiders. Nous sommes les fantômes qu'ils ont essayé d'éliminer. » Wren hocha simplement la tête. Et maintenant, ils ont peur que nous nous souvenions. Le silence se fit dans la salle. La révélation les frappa tous différemment. Certains y virent une preuve de détermination, d'autres un avertissement. Mais une chose était claire. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. La prochaine étape était audacieuse, imprudente, comme certains l'appelèrent, mais nécessaire. Wren ordonna que la vérité soit diffusée sur tous les canaux ouverts des systèmes stellaires connus. Pas une fuite cachée, pas un piratage par porte dérobée, mais une transmission ouverte et délibérée, perçant les pare-feux du Conseil, détruisant les réseaux de propagande, piratant les antennes de télévision de centaines de mondes. Le message était brut, sans musique, sans montage, juste Wren Marlowe debout devant l'éclat de reliques, les hologrammes projetés derrière lui, des images vacillantes de la guerre ancestrale de l'humanité, de la trahison du Conseil et de la vérité qu'ils avaient cachée. La voix de Wren s'immisçait dans chaque flux. Vers la galaxie, on vous a dit que les humains étaient nouveaux, dangereux, primitifs. On vous a menti. Nous ne sommes pas la nouvelle menace. Nous sommes la vieille erreur qu'ils ont tenté d'enterrer. Il laissa planer le silence avant de poursuivre. Le Conseil dit que nous devrions les rejoindre, nous asseoir à leur table. Mais cette table est bâtie sur le sang, le nôtre. Nous ne voulons pas de vengeance, nous voulons la vérité. Et nous ne nous soumettrons pas à ceux qui ont tenté d'effacer notre passé. La transmission s'est interrompue et la galaxie a sombré dans la folie. Tout a commencé modestement. Sur une colonie minière isolée appelée Tarnus 7, 2 agents de sécurité du Conseil ont été pris en embuscade et battus jusqu'à perdre connaissance par des ouvriers locaux, humains et extraterrestres. Sur Gralion Prime, un historien du Conseil a confirmé que des parties de la transmission de Wren correspondaient à des documents censurés, conservés sous clé depuis avant sa naissance. Sur l'axe de Keln, des milliers de manifestants ont défilé sur l'avant-poste du Conseil local, exigeant des enquêtes et des aveux. Le Conseil a tenté de contenir la situation, a supprimé les flux, a déclaré le message « deepfake » et a accusé des éléments voyous. Peu importe, le mal était fait. Ils avaient passé des siècles à construire l'illusion de l'ordre, et voilà qu'un humain avait allumé une allumette. Dans les profondeurs du monde du corps du Conseil, le haut-chancelier Dreval fracassa une tablette de données contre le mur de sa chambre. Il diffusa des informations historiques confidentielles, siffla-t-il. C'est une déclaration de guerre. Ses conseillers restèrent muets, stupéfaits, non pas par désaccord, mais parce qu'ils savaient que le pire était vrai. La relique était réelle, et le caveau d'Aetra avait toujours été la plus grande honte du Conseil. Nous devons l'effacer,
gronda Dravel. Effacer la Terre. Mettre fin à tout ça avant que l'infection ne se propage. Une voix douce répondit depuis le coin de la pièce. Tu as déjà essayé il y a 1000 ans. Tu as échoué. Tout le monde se retourna. Varel, l'empate. Il paraissait plus vieux maintenant, non pas physiquement, mais creux, comme si toucher l'esprit de Reine Marlowe avait brûlé quelque chose en lui qui n'avait pas guéri. Tu l'as vu? Demanda Dravel. Tu as senti ce qu'il est? Varel hocha lentement la tête. Ce n'est pas qu'un soldat. Il n'est pas seulement en colère, c'est le chancelier du souvenir. Il porte le poids de tout ce que nous avons enterré, et maintenant il le ramène à la lumière. Siffla Dravel. Alors nous l'écraserons sous ce poids. La voix de Farrell baissa. Priez pour que les autres de son espèce ne se souviennent pas aussi. De retour sur Terre, les retombées de l'émission furent rapides et violentes. Plusieurs mondes périphériques sous l'influence de la Terre proclamèrent ouvertement leur indépendance vice de la gouvernance du Conseil. Les lignes de ravitaillement furent rompues. Les alliances commerciales se fissurèrent. Quelques races commencèrent à tendre discrètement la main, non pour condamner, mais pour dialoguer. La Terre n'était plus seulement une planète rebelle. C'était un symbole. Ren se tenait dans la salle de guerre du commandement arctique, observant les signaux à points rouges s'allumer à travers la galaxie. Dans la salle de commandement, ils observaient les signaux lumineux à travers la galaxie. Manifestations, blocus, coupures de courant, coups d'état discrets. Ils ne gagnaient pas la guerre. Ils brisaient le silence, et le silence avait toujours été la meilleure arme du Conseil. Le colonel Bishop entra et lui lança un bloc-notes. Ils avaient peur. Wren jeta un coup d'œil à l'écran. Il montrait le repositionnement des troupes à travers les zones frontalières du Conseil. Une douzaine de vaisseaux capitaux passèrent de positions cérémonielles à des positions actives. Ils devraient l'être, dit Wren. Tu penses qu'ils nous frapperont ensuite? Ils n'ont plus le choix maintenant. Le mensonge est trop gros. La seule façon de le protéger est de brûler la vérité. Bishop marqua une pause. Tu es prêt pour ça? Rand le regarda dans les yeux. J'ai toujours été prêt. Plus tard dans la nuit, Ren se tenait seul sur le toit du complexe, le vent froid lui raclant la peau. Echo 3 le rejoignit, silencieuse, observant les étoiles. Tu savais que l'éclat ferait ça, dit Ren. Echo hocha la tête. C'est pour ça que j'ai été élevé. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que tu es le seul à pouvoir encore choisir. Ren fronça les sourcils. Choisir quoi? Echo se tourna vers lui à voix basse. Qu'est-ce que c'est? Echo se tourna vers lui, la voix basse. Se battre pour quelque chose de réel. Ren ne répondit pas, parce qu'il savait ce qui allait suivre. Pas de diplomatie, pas d'alliance, la guerre. Le Conseil a agi en premier. 3 flottes furtives ont été lancées sous le couvert d'une mission d'escorte humanitaire. Ils ciblèrent les avant-postes de la Terre, l'un sur la ceinture industrielle martienne, un autre près de l'orbite des lunes de Saturne, et le troisième, le plus dangereux, près d'Eden's Edge, la colonie humaine la plus proche du territoire du Conseil. L'objectif n'était pas la conquête, c'était le sabotage, la perturbation, la peur. Mais l'humanité avait appris depuis longtemps à gérer la peur. Ils ne s'enfuirent pas, ils répondirent. La première attaque ne se déroula pas comme prévu. Un cuirassé du Conseil s'est démasqué près de la raffinerie martienne, s'attendant à une défense minimale. Au lieu de cela, il a foncé tête la première dans un canon électrique, fabriqué à partir de pièces extraterrestres modernisées, conçues par des ingénieurs humains n'ayant rien à perdre et la vengeance dans le sang. Le vaisseau ne s'est pas contenté de tomber. Il s'est brisé, diffusant son cri de mort à travers plusieurs systèmes. La deuxième flotte a subi des contre-attaques EMP, des codes viraux et des mines spatiales abandonnées sur les orbites de lune morte. Et la troisième, elle n'a jamais survécu. Une flotte fantôme, le noyau de défense secret de la Terre, l'a interceptée grâce à la technologie Oméga Noire. Un croiseur du Conseil a disparu de l'espace en moins de 18 secondes. Aucun survivant. Ren Marlowe ne célébra pas, il ne jubilait pas. Il continua simplement d'avancer, de planifier, car ce n'était que des coups de feu, des sondes, et la vraie guerre n'avait pas encore commencé. Mais quand elle éclaterait, la Terre ne combattrait pas seule. À travers les étoiles, d'autres races écoutaient maintenant, certaines silencieusement, d'autres les poings serrés et les fusils chargés, et d'autres encore pleines d'espoir. La guerre n'a pas commencé par des déclarations, elle a commencé par des cris. L'une après l'autre, les stations d'écoute extérieures de la Terre se sont éteintes. Pas de signal, pas d'appel de détresse, juste un silence de mort. Des vaisseaux en patrouille depuis des mois
ont été déconnectés en quelques secondes. Les satellites de surveillance ont dérivé sans guidage, tournoyant dans le vide noir comme des yeux arrachés. Et puis vint la chute du ciel. Elle commença au-dessus du bord d'Éden. 6 énormes cuirassés du Conseil quittèrent leur orbite et ouvrirent le feu sans un mot, sans avertissement, sans pitié. Le ciel vira au rouge tandis que le dôme bouclier de la colonie luttait contre l'assaut. L'opération dura 13 minutes, puis s'effondra. La colonie n'avait aucune chance. Des tours s'effondrèrent. Des milliers de personnes moururent dans leur sommeil, brûlées vives ou écrasées par l'effondrement de l'atmosphère. Ceux qui survécurent ne prièrent pas. Ils hurlèrent, et ce cri fut entendu jusqu'à la terre. Ren Marlow, debout au centre de commandement arctique, observait la vidéo en direct vaciller. En un instant, la planète était là. Le prochain, disparu. Pas à cause de l'annihilation, à cause du brouillage. Disparu. Pas à cause de l'annihilation, à cause du brouillage. Le Conseil ne voulait pas que la Terre sache ce qu'il faisait, mais ils avaient sous-estimé une chose. La Terre n'était pas aveugle. L'équipe de Rennes avait placé des réseaux de capteurs en profondeur aux abords de chaque secteur qu'ils touchaient, construits par des ingénieurs paranoïaques et des imbéciles qui ne croyaient jamais à la paix. Alors, quand le ciel s'est écroulé, Rennes a tout vu. La destruction, les classes exactes de vaisseaux, les insignes du Conseil brillant dans l'obscurité. Il ne se cachait plus, et lui non plus. Rennes se tourna vers le colonel Bishop, la voix neutre. L'Eden's Edge a disparu, ils viennent de rayer 20 personnes de la carte. Le visage de Bishop était de marbre, et ils n'ont même pas essayé de le cacher. Rennes hocha la tête. Alors, rendons-leur l'appareil. En quelques heures, la machine de guerre terrestre était en pleine action. Des usines silencieuses depuis des décennies reprirent vie, des ports civils furent transformés en bases de lancement. Des caves souterraines s'ouvrirent, révélant des armes fabriquées en secret, des outils conçus pour détruire les vaisseaux de l'intérieur, des virus codés pour des systèmes d'IA extraterrestres, des mines furtives qui pouvaient rester inactives pendant des années. Mais malgré tout cela, elles étaient encore en infériorité numérique. La Terre avait sa force, sa colère, sa mémoire, mais le Conseil avait un empire, et à moins que Rennes ne trouve des alliés, vite, cette guerre se transformerait en une extermination lente et brutale. Il fit donc l'impensable. Il s'est tourné vers les mondes fracturés, les bas-fonds de la galaxie, les planètes frontalières peuplées d'espèces exilées, de déviants génétiques, de guerriers marchands n'ayant prêté serment d'allégeance, autrefois considérés comme inaptes à intégrer le Conseil, aujourd'hui abandonnés à la dérive dans des secteurs sans loi, comme le noyau d'Isept, un site minier où des brutes en exosquelette se disputaient des débris métalliques, ou la station Val, foyer de contrebandiers, de chasseurs de primes et d'au moins 3 sectes cannibales. Rennes n'est pas parti avec une flotte. Il est parti seul, car il n'était pas là pour mendier. Il était là pour leur rappeler qui ils étaient. Sur la station Val, l'air avait un goût de cendre et de cuivre. Des corps pendaient à de vieilles poutres, avertissements ou trophées. Difficile de le dire. Des gangs extraterrestres se groupaient à chaque coin de rue, armés jusqu'aux dents et méfiants envers tout ce qui respirait. Rennes les traversait comme de la fumée. Il savait qui il était. La transmission avait atteint les plus bas niveaux de la galaxie, et si certains croyaient encore à la version du Conseil, la plupart ne leur faisaient pas confiance non plus, car on leur avait menti. Rennes s'avança au centre du marché et laissa tomber un datapad fourni par le Conseil. La lecture se déclencha automatiquement. Des images du massacre d'Eden's Edge, des cris, des incendies, des vaisseaux du Conseil planant au-dessus, puis la voix de Rennes. Tu crois qu'ils ne viendront pas te chercher ensuite? Tu crois que te cacher ici te protège? Tu n'es pas en sécurité. Tu es juste le dernier sur la liste. Il n'a pas prêché. Il n'a pas crié. Il a juste regardé autour de lui, les yeux dans les yeux, avec certains des tueurs les plus dangereux de ce côté du Val d'Orion. On se bat pour l'argent, pour la fierté, pour le sang. Je te propose autre chose. L'un des chefs de gang rit, une brute à 4 bras avec un respirateur rouillé et une vibroage dentelée dans le dos. Qu'est-ce qu'on y gagne, humain? Rennes ne sourit pas. Il fouilla dans son sac et jeta quelque chose par terre, la tête coupée d'un commandant du Conseil, dégoulinant encore de sang bleu. Je vous offre une guerre qui compte enfin. Ça a marché. Pas toute, mais assez. Quand Rennes est revenu sur Terre, il n'était pas seul. De petites flottes ont suivi. Des épaves rafistolées avec une technologie extraterrestre modifiée. Des combattants sans uniforme,
mais avec des cicatrices plus éloquentes que des médailles. Des pirates, des parias, d'anciens assassins du Conseil. Ils n'étaient pas venus pour la paix, ils étaient venus pour se venger. De retour sur Terre, la deuxième vague du Conseil arriva. Cette fois, ce n'était pas une opération chirurgicale. C'était une invasion. 4 vaisseaux capitaux pénétrèrent dans le système solaire depuis la périphérie des anneaux de Saturne. Ils apportèrent avec eux une flotte de soutien. Des dizaines de porteurs, des capsules de largage blindées, des séparateurs atmosphériques conçus pour briser les boucliers défensifs. Ils ne s'attendaient pas à une résistance aussi rapide. Ils avaient tort. Ren attendait déjà. La bataille de l'ombre de Saturne commença en silence. La flotte terrestre ne se précipita pas. Ils attendirent, derrière l'ombre des lunes de Saturne, utilisant des systèmes de camouflage de l'espace froid que le Conseil croyait encore expérimentaux. Lorsque le Conseil fut à portée de frappe, la première salve arriva sous eux. 2 destroyers furtifs surgirent de la surface glacée d'Encelade et lancèrent des lances cinétiques à travers la coque du porte-avions ennemi. Aucun signal énergétique, aucune chaleur, juste une masse pure et brute se déplaçant à une vitesse incroyable. Le porte-avions se brisa en 2. Ce fut le signal d'ouverture. Le reste de la flotte terrestre se dévoila d'un seul coup. Des vaisseaux noirs au noyau oméga rougeoyant, des vaisseaux de combat mercenaires extraterrestres armés de technologies interdites par le Conseil. Et au milieu de tout cela, les audacieux. Ren se tenait sur la passerelle, les yeux rivés sur le vaisseau de commandement du Conseil. « Visez leur vaisseau amiral », dit-il. Vera, l'IA du vaisseau, répondit d'un ton calme. Vaisseau amiral verrouillé. Alors appelons-leur qui nous sommes. La bataille fut un véritable chaos. Les chasseurs du Conseil affluèrent, déployant des capsules d'abordage et des brouilleurs de signaux. Mais la flotte terrestre se battit de manière déloyale. Elle utilisa des pics de gravité, des tempêtes virales internes et des perturbateurs de coque. Même certains des parias utilisèrent d'anciennes tactiques suicidaires, percutant les croiseurs du Conseil, avec des réservoirs de carburant truqués qui explosèrent dans d'énormes explosions de rage électromagnétique. Ren mena personnellement l'abordage du vaisseau amiral, emmenant une équipe d'intervention directement sur le pont de commandement. Ce n'était pas propre. Il en ressortit couvert de sang, en partie le sien, en grande partie non. À la fin de la bataille, la moitié de l'orbite supérieure de Saturne n'était plus qu'un champ de débris, mais la Terre tenait le système. Et le Conseil, ils s'enfuirent. Ren revint sur Terre, blessé mais vivant. Le prix à payer avait été élevé, des milliers de morts, des vaisseaux perdus, mais ils avaient gagné. Et maintenant, la galaxie entière le savait. Ren se tenait à nouveau devant la table de la salle de guerre. Cette fois, entouré d'humains et d'extraterrestres, les races qui s'étaient autrefois affrontées étaient désormais unies. Non pas par amitié, mais parce qu'elles partageaient toute la même vérité. Le Conseil ne gouvernait pas par la paix. Il régnait par le silence. Et ce silence était terminé. Le cœur du Conseil n'était pas une forteresse. C'était un mensonge bâti d'or. Djenvar, la capitale du monde central, scintillait en orbite au-dessus d'une étoile depuis longtemps drainée pour alimenter son réseau de défense. De hautes tours s'élevaient vers la lumière artificielle, entourées de cercles de vaisseaux cérémoniels et de bannières illusoires prêchant l'unité, l'équilibre et la paix. Mais derrière tout cet éclat se cachaient des bunkers remplis d'armes, des sites obscurs sous des temples polis, des cages à souvenirs enfouies sous des bibliothèques. Et maintenant, la Terre s'en prenait à elle. Ren Marlowe se tenait sur le pont de commandement du Dauntless, observant la planète ennemie à travers une vitre renforcée. Il n'était pas en colère. Il en avait assez. Fini d'être traqué. Fini de voir des colonies brûlées. Fini de porter le fardeau de l'histoire sur ses épaules, pendant que la galaxie prétendait que la Terre n'était qu'une erreur accidentelle. Derrière lui, une flotte de vaisseaux construits par les Terriens, de croiseurs mercenaires extraterrestres et de vaisseaux du Conseil déserteur, planait en formation serrée. Des alliés improbables, réunis par la rage, la perte et l'indéniable évidence de la trahison. Ren se tourna vers Vera, l'IA du vaisseau. « Lancez la mise à feu, approche finale », répondit-elle sans hésiter. Mise à feu lancée. Engagement estimé dans 9 minutes. À l'extérieur du hublot, l'Omega Drive s'activa. Les moteurs hurlèrent en silence. La flotte avança. Plus d'avertissements, plus de négociations. C'était le jugement. Sur Drenvar, la panique se répandait déjà. Dravel arpentait la salle du Haut Conseil, ses griffes frétillantes. Sa robe dorée avait disparu. Une armure la remplaçait. Fonctionnelle.
brutale, celle que l'on portait quand la cérémonie cédait la place à la guerre. Ils ont pénétré dans notre périmètre intérieur, aboya un subordonné. Je le vois bien, grogna Dravel. En face de lui, Varel se tenait immobile, observant l'hologramme de la flotte qui approchait, tel un homme lisant un éloge funèbre écrit des années auparavant. Ils savent, dit Dravel. La galaxie entière sait. Varel finit par hocher la tête. Alors le mensonge est mort. La voix de Dravel s'éleva. Nous sommes les architectes de la paix. Nous avons empêché cette galaxie de se déchirer pendant 1000 ans. Non, dit Varel doucement. Tu as gardé le silence. Ce n'est plus pareil. Dravel s'approcha. Et que voulez-vous que nous fassions maintenant? Nous rendre aux primitifs? Les laisser brûler tout ce que nous avons construit? Varel ne broncha pas. Peut être que cela mérite de brûler. Le ciel de Gamvar se fendit tandis que la flotte terrestre descendait. Des disrupteurs atmosphériques rugirent. Des canons anti-orbitaux lancèrent une pluie d'énergie. L'illusion dorée de la paix se brisa sous le feu et l'acier. Ren n'envoya pas des combattants par vagues. Il envoya des marteaux. Des drones suicides fabriqués à partir de ferraille et de cœurs d'IA piratés menèrent l'assaut. Ils n'étaient pas destinés à remporter des combats aériens. Ils étaient destinés à s'écraser sur le réseau de défense et à exploser. Et c'est ce qu'ils firent. Des quartiers entiers furent plongés dans le noir. Les tours des palais s'effondrèrent. Et la flotte cérémonielle disparut en 5 minutes. La véritable guerre commença lorsque les forces terrestres de Ren débarquèrent. Ren atterrit au milieu de la salle du jugement du Conseil, la même pièce où il s'était autrefois tenu seul pour les avertir. Cette fois, il ne vint pas seul. Il franchit la brèche, accompagné d'Echo 3, flanqué de mercenaires de la station Fiole, de forces spéciales humaines et d'un garde du Conseil capturé qui combattait désormais sous le drapeau de la Terre. La salle était déjà meurtrie, les colonnes brisées, les bannières incendiées, mais Draeville se tenait toujours au centre, entouré des derniers hommes de mains royaux. « Tu crois que c'est la victoire » cracha Draeville. Ren ne répondit pas. Il s'avança simplement et jeta quelque chose par terre. L'éclat, l'ancien fragment d'Aetra. Il heurta le marbre avec un tintement métallique froid, puis s'embrasa. Des images projetées sur le plafond brisé montraient la guerre ancestrale, la trahison de l'humanité, la vérité que le Conseil avait enfouie pendant des siècles. Et maintenant, le monde entier pouvait la voir. Même Dravel tressaillit devant cette clarté. Ren parla enfin. « Vous n'aviez pas seulement menti, vous aviez réécrit notre espèce. Vous aviez tenté de nous effacer par crainte de ce que nous pourrions redevenir. » Dravel siffla. « Vous étiez des conquérants, violents, téméraires. Une erreur de l'évolution. » Ren s'approcha. « Peut être, mais nous n'étions pas à toi de réécrire. Tu ne mérites pas cette galaxie, » grogna Dravel. Ren leva les yeux au ciel. « Alors, arrête-moi, silence. » Dravel s'avança, puis saisit son arme. Mais Echo 3 était déjà en mouvement. Le clone planta sa lame dans la poitrine de Dreval avant que le chancelier ne puisse dégainer. Il murmura « Ceci est pour ceux que vous avez qualifiés d'expériences ratées et qui ont laissé tomber Dreval. La guerre ne s'est pas terminée avec cette mort. Elle s'est terminée par une transmission. » Ren se tenait en haut des marches brisées de la salle du Conseil, entouré de fumée et de silence, et diffusait un dernier message sur tous les canaux de la galaxie. À toutes les espèces vivant sous le mensonge, on vous avait dit que la paix signifiait obéissance. On vous a dit que l'histoire était un don, pas une arme. On vous a dit que l'humanité était nouvelle, dangereuse, instable. On vous a dit le contraire. L'écran s'est mis à clignoter sur son visage. Nous ne sommes pas là pour vous remplacer. Nous ne sommes pas là pour vous gouverner. Mais nous ne serons plus effacés. Désormais, la Terre est libre. Et tout monde qui veut briser ses chaînes, qu'il soit à nos côtés. Le message a fait l'effet d'une onde de choc. Les systèmes sombrèrent dans le chaos. Certains mondes du Conseil se révoltèrent de l'intérieur. D'autres entamèrent des négociations avec la Terre, terrifiés par des représailles. Mais surtout, le mythe était brisé. Et les mythes, une fois brisés, ne reviennent jamais. Des semaines plus tard, Ren Marlowe traversa les ruines de Janvar, silencieuse pour la première fois depuis des mois. Des drones de reconstruction bourdonnaient au-dessus de lui. Des ingénieurs extraterrestres travaillèrent aux côtés des humains pour reconstruire, non pas un trône, mais un tribunal, un lieu où les corrompus seraient tenus responsables pour montrer quelque chose de nouveau à la galaxie. Echo 3 marchait à ses côtés, toujours silencieuse, toujours vigilante. Ren le regarda. « Tu t'es déjà demandé si nous avions bien agi ?» Echo fixait le ciel. « Je ne pense pas que nous soyons faits pour la paix. »
Peu, être pas, dit Reine, mais peu, être sommes-nous faits pour la vérité. Écho hocha la tête. Il faudra que ça suffise. Ils continuèrent leur chemin, deux reflets brisés d'une espèce qui refusait de mourir, et au-dessus d'eux, les étoiles clignotaient doucement, non pas de peur, mais d'avertissement. Les étoiles clignotaient doucement, non pas de peur, mais d'avertissement, car désormais la galaxie se souvenait. Et l'humanité était prête.